Nico et moi sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode des Rabilleurs, toujours au 58 de la rue du Faubourg Saint-Honoré chez Ergon. Et aujourd'hui, on va vous parler de Longines. Alors Longines, cette grande marque qui, pour info, est arrivée en position numéro 7 cette année des marques les plus puissantes du monde. Et c'est vrai que Longines aujourd'hui, qui finalement est relativement humble dans sa communication, même si on les voit partout sur les grands événements sportifs, avec des ambassadeurs de choix, avec des collections qui sont assez singulières et en même temps extrêmement signataires. Si je peux utiliser ce mot? Non. Pas du tout. Signataire. On est signataire d'un traité de paix, par exemple. On pense donc à leur collection identitaire, à la Hydro Conquest, à la Dolce Vita dont on a parlé il y a quelques temps avec ce grand lancement à New York. On pense évidemment à la collection Héritage qui est my personal favorite. C'est bien. Mais aujourd'hui, on va parler de la collection Conquest. Conquest. Pourquoi Conquest? Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? Tu vas nous en parler avec les détails les plus profonds, les plus intéressants et intelligents par la même occasion. On va vous raconter l'histoire de Conquest qui commence au début des années 50 et qui est quand même le premier nom de collection déposé chez Longines. C'est beau ça. Et à l'époque, ils utilisaient dans des publicités plutôt donc de conquérants, entre guillemets, comme son nom l'indique, avec des pionniers de l'aviation, calés par monts et par veaux pour battre des records, et en particulier traverser l'Atlantique. Ok. Et je vais retirer cette chaîne de rappeurs parce que, tu vois, là on est vraiment avec ta salopette des rappeurs de seconde zone. C'est très sympa. Donc 1832, c'est la création de Longines à Saint-Imier, petit village perdu dans les contrées suisses, qu'on visite finalement assez peu, mais qui est une très jolie région. Qu'est-ce qui se passe ensuite? 1867. Alors déjà, si tu veux, en 1832, Longines, qui ne s'appelle pas encore Longines, en fait, il y a un petit comptoir d'établissage qui est créé par trois personnages, Auguste Agassi et un gars qui s'appelait Rekel, et l'autre, je ne sais pas, en tout cas, c'était des partenaires, avocats, enfin voilà, qui l'aident à faire sa société. Donc c'est un comptoir d'établissage, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y en a un qui fait les cadrans, un qui fait les boîtiers, un qui fait les mouvements, on rassemble tout, on vend dans le monde entier, on gagne plein d'argent. Bonsoir. Bonsoir. Ça, c'est la première étape. Auguste Agassi, c'est le nom à retenir. En 1867, il est rejoint par Ernest Francillon. C'est lui parce que l'entreprise se porte bien et il est là un peu pour développer l'entreprise, avoir des procédés, des processus un peu plus industriels. L'autre personnage qui va être important, c'est un personnage de la famille d'Ernest Francillon qui s'appelle Jacques David, qui est quand même un nom connu en Suisse pour l'horlogerie, et qui lui va faire un petit tour aux États-Unis et qui va aller voir des marques comme Elgin, Waltham, etc. et se dire, en fait, les Américains, ils sont bien en avance, ils ont réussi à industrialiser leur procédé de fabrication, et je vais prendre quelques notes. Donc le type, il prend quelques notes, il revient en Suisse, dans le lieu-dit des Longines, donc des prés allongés, parce que Francillon s'installe là-bas en 67, et il commence à insuffler des procédés plus industriels, plus rigoureux au sein de la manufacture. C'est pour ça que Longines, c'est un peu un précurseur dans le côté un peu standardisation, carré, industrialisation. Et est-ce que, Père Castor, je te pose cette question, est-ce que par la suite, on sait que Longines finalement s'est imposé comme étant les masters du chronographe et de la chronométrie, et on en parlera un petit peu plus tard, mais est-ce que justement, c'était pas les prémices de ce qui définira l'histoire de Longines et de son succès comme on peut le voir aujourd'hui? Si tu dis comme introduction qu'aujourd'hui Longines est une des marques les plus puissantes du monde, c'est pas arrivé par hasard. Ils ont su dès le départ aller dans des catégories de chronométrage, faire des concours d'observatoire, être parmi les premiers à perfectionner, à créer des bons calibres de chronographes pour des montres bracelets. Et tout ça en chronométrant du vélo, en faisant des sports d'hiver. Et donc, si tu veux, ils ont réussi à se faire un nom, on les a vus partout, et à accompagner toujours des personnalités importantes dans le monde, que ce soit dans le sport ou ailleurs, pour arriver petit à petit à ce qu'on disait avec la collection Conquest dans les années 50. Tu nous parles de cette collection en 1950, mais finalement, il se passe quoi dans ce centenaire qui va propulser en fait le déploiement de la marque Longines à travers le monde, à travers différentes collections, différents produits et différentes innovations? Oui, c'est vrai que j'ai fait un bond d'une centaine d'années qui est un peu fou. Il faut dire que déjà à la fin des années... Tu vas un peu vite, Basile Leclerc? Oh, tu vas te détendre tout de suite là. Il faut te dire qu'à la fin des années 1860, il y a le premier mouvement de chronographe Longines qui sort, le 20 CH. Il faut attendre un peu plus tard pour avoir le 19 CH avec un compteur des 30 minutes. Mais si on fait un petit pas de géant pour arriver jusqu'on va dire les montres bracelets, déjà dans les années 20, on a des mouvements de chronographe. Années 30, on va avoir le légendaire calibre 13 ZN qui va faire son apparition. Un peu plus loin, le calibre 30 CH. Donc en fait, comme ça, Longines, en avançant dans le temps, a posé des jalons importants
de la chronométrie et aussi de la mesure du temps par le biais du chronographe. Et tout ça, c'est conjugué avec aussi une participation dans des événements mondiaux pour chronométrer et pour mesurer le temps de manière générale. Notamment les Jeux Olympiques. Oui, et je crois que ça commence à Chamonix en Avec le ski. 1922 ou 1924, j'ai un petit doute, en tout cas au début des années 20 pour les Jeux Olympiques. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on va rentrer un petit peu plus dans ce détail puisque c'est vraiment un sujet qui me passionne, Je sais, j'ai l'horlogerie et le ski. Non, l'horlogerie est Marco Odermatt, on a compris. Pas que Marco Odermatt, Michaela Schifrin, il y en a beaucoup quand même. Beaucoup quand même. Mais Marco a signé mes skis, je suis très contente et Voilà. je porte son édition limitée, dont on rentrera dans les détails dans quelques secondes. Quand on pense à Longines, il y a toutes ces disciplines de chronométrie, puisqu'on les voit aussi dans le vélo, Exactement. on les voit dans l'équitation, en plus du ski bien évidemment. On est vraiment sur, c'est comme un gâteau, hein, précision ultime. Ouais, c'est vrai, c'est un peu comme ça. Et du coup, après ce petit brin d'histoire, voilà, tu as vu donc Conquest, premier nom déposé en 1954, une collection qu'on voit un peu dans la partie héritage que toi t'aimes bien chez Longines, mais aussi qui porte collection Conquest au sein des collections Longines depuis un petit moment déjà. Et l'année dernière, on a eu un lifting assez important d'une montre que moi, j'étais pas forcément fan auparavant. La Conquest, je n'aimais pas, je trouvais que les traits étaient un peu important, et c'est vrai qu'en 2023, ils ont complètement refait les boîtiers, repensé les cadrans, la montre est plus fine, la montre est plus élégante, elle vient avec une myriade de tailles, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Concrètement, comment tu définirais la collection Conquest? Quand tu regardes évidemment son bracelet intégré, c'est la montre sportive dans toute sa splendeur, en fait. Oui, mais c'est pas non plus l'Hydro Conquest, tu vois, qui est une montre de plongée. Oui, La bien Conquest, sûr. c'est une montre étanche, qui est quand même sportive par son look, mais du coup c'est une montre de tous les jours en fait. C'est la montre qu'on met tous les jours, c'est la montre qu'on cogne, c'est la montre avec laquelle on va se baigner. Voilà, c'est vraiment la montre à tout faire, il y a quand même une couronne vissée, il y a une étanchéité certaine sur ces montres, et après en fonction de son style, on prend soit un 34 mm, soit un 41 mm, soit le Et on est dans chronographe des que tu prix qui portes. sont hyper raisonnables parce que c'est ce qui fait aussi la force de Longines, c'est d'avoir des montres dans des collections diverses et variées. Encore une fois, quand on pense à la Dolce Vita, quand on pense aux héritages, quand on pense à la Hydro Conquest ou la Conquest. Concrètement, si on rentre dans la collection Conquest, comment tu pourrais définir ses caractéristiques aussi bien esthétiques que techniques qui justement d'un poignet à un autre, tu peux la distinguer à 30 mètres? Ce qu'il faut dire, c'est que déjà il y a pas mal de tailles. Tu portes le chronographe en édition limitée, Marco Odermatt, qui fait quand même 42 mm de diamètre, donc c'est un bon bébé, c'est assez costaud. Comme lui. Voilà, comme lui qui est aussi costaud. Odermatt, pour ceux qui ne savent pas, qui est ce bel athlète qui a remporté les JO de Pékin avec un slalom, qui est taillé dans la fonte, qui est d'une gentillesse à toute épreuve, extrêmement humble, mais surtout un génie des slaloms et ambassadeur de Longines. Cette collection, ou en tout cas cette édition, lui est dédiée. Difficile pour lui de regarder sa montre quand il skie, même si le degré de précision d'un slalom, on parle en dixième et en centième de seconde, Incroyable. qui permet d'obtenir une place sur un podium. Exactement. Et lui, il le fait très bien. Et donc là, tu remarqueras qu'on a typiquement un chronographe avec une petite seconde à 3 heures, un totalisateur des 30 minutes à 9 heures et des 12 heures à 6 heures. Petit détail sympathique pour caractériser les aiguilles qui sont liées au chronographe, on a une petite extrémité rouge que tu verras sur l'aiguille centrale et aussi dans les sous-compteurs que je viens d'évoquer. On retrouve des beaux détails comme la lunette en céramique noire qui est évidemment avec le cadran noir. On a cette espèce de dualité de matériaux, donc on a le centre qui est noir, ensuite on a un disque en relief qui est On a argenté. une texturisation au niveau des compteurs avec justement tout ce qui se passe dans le cadran qui est quand même relativement chargé. Exactement. On arrive quand même à avoir un jeu de matière, un jeu de profondeur, un jeu de texture qui donne finalement une pièce hyper complexe mais d'une utilité sans faille. Alors tu as voilà, le chronographe que tu peux utiliser ou pas, parce que je pense que peu de personnes utilisent le chronographe finalement aujourd'hui, mais en tout cas, on a un bon mouvement de chronographe automatique avec une réserve de marche qui avoisine les 60 heures, donc tout à fait respectable, et puis avec toute la dose de silicium qu'il faut pour éviter les méchants champs magnétiques. C'est fantastique, je vais pouvoir lancer mon chronographe pour comptabiliser le temps qu'Odermatt va mettre pour me répondre sur Instagram. Tu l'as déjà envoyé un message, je l'ai laissé en lu, je crois. Non, j'ai eu le petit tic bleu parce qu'il l'a liké. Alors ça, c'était pour l'édition limitée Marco Odermatt, donc qui est un chronographe, mais dans la collection Conquest, on va trouver d'autres montres. Alors on va avoir toujours ce même design avec un boîtier très sportif, avec des épaulements protège-couronne, une couronne vissée et ce bracelet avec des maillons en H, avec succession de petits maillons rectangulaires polis et maillons en H brossés. Pour les autres tailles, on a une taille de 41 mm qui reprend les caractéristiques esthétiques de la collection Conquest, c'est-à-dire des index plutôt fins, trapézoïdaux, facettés. On voit dans tes aiguilles et subtilement dans les index un peu de Super Luminova.
Exactement, parce que ça reste une montre de sport, donc il faut quand même avoir l'indication de l'heure quand on est dans l'obscurité. On va voir la date à 6 heures, et comme je le disais tout à l'heure, on va voir ces détails, tu vois, en jouant un peu avec la lumière, de cercles concentriques, à la fois au niveau de la minuterie, au niveau du tour d'heure, qui apporte un peu de contraste et un peu de finition sympathique. La montre est toujours équipée d'un bon mouvement automatique Longines avec bonne réserve de marche et utilisation de silicium. Alors ici, c'est une version 41 mm. Moi, je trouve que c'est une taille un peu importante, 41 mm, surtout pour mon poignet de 17 cm. De petits poulets. De petits poulets, comme tu dis. En revanche, Tu portes quoi d'ailleurs? moi j'ai jeté mon dévolu sur une montre en 34 mm. Alors, en vrai, je porte beaucoup de vintage, donc pour moi, ça me choque pas. Ce que j'aime vraiment sur ces Conquest 34 mm, c'est la nouveauté avec une version en or et acier. Alors, laissez-moi préciser, c'est pas exactement de l'or plein 18 carats, mais c'est quand même ce qu'on appelle du gold cap. Donc, ça va être une énorme feuille d'or, ici, je crois, de 200 microns. Donc, c'est quand même assez épais, qui est pressé contre le métal. Donc, on a une épaisseur d'or conséquente, et c'est ce qui donne ce très bel effet à la fois pour la lunette mais aussi pour la couronne. Donc, cette petite montre pour ce petit poignet de poulet. Alors arrête, en fait déjà, moi je suis habitué aux montres vintage, donc avec des diamètres entre 30 et 35 mm. Je suis qu'on me parle gentiment. Voilà, exactement, je suis doux. Et j'avoue que j'aime bien sur cette montre l'alternance de l'acier et de l'acier doré. Ça, c'est vraiment le truc kitsch des années 80-90 qui revient en force aujourd'hui, donc or acier, avec aussi les montres en or. Donc en fait, c'est pas du tout choquant d'avoir le côté or qui est pas du tout marqué parce que du coup, comme ça, il se mélange bien au cadran bleu et au petit bracelet rubber bleu avec sa jolie boucle déployante. On retrouve encore une fois toutes les caractéristiques que je viens d'évoquer à la fois dans ton chrono Dermat ou dans la 41 mm Conquest. Une date à 6 heures, la couronne vissée ici, des petits épaulements protège-couronne et surtout ces index trapézoïdaux ici dorés pour rappeler les aiguilles, la lunette et la couronne. Et on est, encore une fois, je le rappelle, en 34 mm. Mais la beauté de ce bleu, c'est vrai qu'il est joli, il n'est pas je fort. trouve que c'est vraiment la force de cette montre. Évidemment, on parle du contraste avec le bico mélangé au caoutchouc. On a vraiment une sorte de retour aux origines avec un plongeon vers le moderne et l'actuel. Et vraiment, encore une fois, ce bleu, mais moi je suis une fan de bleu évidemment, a cette touche de gris qui vient en fait apporter une sorte de douceur qu'on n'a pas forcément sur un bleu qui va être plus nuit ou un bleu soleillé ou un bleu marine. Là vraiment, chapeau l'artiste. Et je tiens aussi à dire que si la montre a un aussi bon style, c'est que Longines a pensé à mettre cette fois avec le bracelet en caoutchouc des pièces de boue. Et du coup, ça donne quand même du corps à la montre. Les pièces de boue, c'est la partie qui va venir couvrir l'espace que tu as entre le boîtier, la pompe et le bracelet. Donc tu vois cette partie-là en acier exactement entre les cornes, tu ne vois pas à travers, contrairement à un bracelet standard. Et donc en fait, ça c'est vraiment un bon move de la part de Longines. Et ça permet surtout d'avoir une montre qui est uniforme, un peu costaude malgré 34 mm. Et comme sur le reste des collections, on va avoir le bon mouvement automatique qui va bien, avec finition perlage et un peu de silicium pour éviter les méchants champs magnétiques. Et là, ce que tu tiens dans la main, c'est exactement le même modèle, mais tout en acier. À la différence que tu as des petits index en diamant. Tu sais quoi? Cette version kaki avec les petits index en diamant te va encore mieux. Ça fait ressortir ce petit côté féminin qui sommeille en toi, puisque comme on sait, derrière chaque grand homme se trouve une femme. Oui, mais elle n'est pas dans son corps. C'est à l'extérieur. Ah bon? Ouais. C'est un blague. Tu dis que j'ai une touche de féminité là. Eh, vas-y, comment tu parles? Non, et surtout, on a même le côté diamant, ils sont tellement petits qu'on ne les remarque pas. Ça donne encore plus de corps à la montre parce que je porte le bracelet en acier. Il y a une continuité et c'est vrai que c'est assez. Elle te va hyper bien. Voilà. Je ne troquerai toujours pas ma Dermat, mais puisque j'ai l'impression d'avoir une part de lui sur moi. Ouais, super. Sans mauvais jeu de mots. Comme vous l'aurez compris, putain, quand on va marcher aux fruits, tu me mets un kilo de tomates là? Je suis allergique. Comme vous l'aurez compris, cette collection Conquest, finalement, plaît à tout le monde, puisqu'on peut avoir une version XXL chrono, on peut avoir une version un petit peu plus subtile avec des index en diamant, on peut avoir une bicolore avec un bracelet en caoutchouc, on peut avoir une version toute simple, sportive, classique, acier, bracelet intégré, fond bleu. Et finalement, encore une fois, vous êtes chez Ergon, vous leur demandez de sortir toute la gamme, vous aurez du mal à choisir, surtout si vous êtes balance comme moi. Il y a un problème avec les balances? Toujours, tu as du mal à choisir. Tu t'arrives à faire une sélection pour les autres, jamais pour toi. Et les sagittaires? J'en sais rien, tu regarderas. Je crois que tu connaissais les trucs d'astrologie et tout, quoi. C'est la dernière vidéo qu'on faisait avec Éléonore. J'espère que cette nouvelle vidéo concernant un peu l'histoire de Longines, évidemment, le focus sur la collection Conquest,
vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à rentrer au 58 rue du Faubourg Saint-Honoré, à venir essayer les montres. C'est le principal, c'est de les porter et de se faire son propre avis. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Salut les copains!